Bien, écoutez, je suis vraiment heureux, mais aussi honoré d'être parmi vous. On vient d'entendre des, des mots pleins sur la paternité, et moi, on me demande de faire quelque chose qui est, dans le fond, beaucoup plus simple, c'est la physiologie de la paternité. Donc on arrive plus au père de chair qui va transmettre la vie. Y a-t-il une physiologie de la paternité, ou bien la paternité n'est-elle que symbolique? Vous voyez la dimension physiologique, et dans le fond, dans notre méditation sur le dessein de Dieu, eh bien, notre corps nous informe aussi sur le dessein du Créateur. Il nous parle par le corps. Et ce sera sans doute peut-être ma mission d'apporter ce que Dieu nous dit par le corps, dans le fond, peut-être, tout simplement. Voilà. Pour situer mon propos, je prends tout d'abord cette petite phrase de notre président, au docteur Pascal de Morinière, présidente des AFC. En janvier 2020, notre président lui exprime: ah, Madame, votre problème, c'est que vous croyez qu'un père est forcément un mâle. En effet, c'est la réflexion, je pense, du gouvernement de ces moments-là, car déjà en septembre, le ministre de la Santé, Madame Agnès Buzyn, qui est un professeur de médecine reconnu, répondait à la question: mais qui peut être père? Qui peut remplir la fonction de père? Ça peut être une femme, une altérité ailleurs, dans la famille, des oncles, une grand-mère. Donc en somme, la situation était là de se dire, dans le fond, l'homme n'a rien de spécifique à apporter dans la paternité. Donc leur méditation, leur réflexion n'incluait pas la masculinité dans la paternité. Et pourtant, au même moment, et puis depuis, les foules, nous, disons dans les rues, mais un papa, une maman, il n'y a pas mieux pour les enfants. Sous-entendu, il y a une complémentarité entre l'homme et la femme, entre la maternité et la paternité, une complémentarité existentielle. Et donc, partant de cette situation, je vous propose qu'on réfléchisse autour de 3 questions. Qu'apporte la masculinité à la paternité? La paternité est-elle seulement une fonction symbolique, ou bien aussi une réalité concrète, biologique? Et que lorsque le frère nous parlait de saint Thomas, il nous montrait le rapport très fort de regarder la réalité. Et donc j'étais tout content, je me disais, ça va m'aider. Et puis la 3e question, y a-t-il une complémentarité physiologique entre père et mère? Voilà, donc on va essayer de travailler autour de ces 3 questions. Mais je me limiterai à ce qu'en disent les neurosciences, de manière à vraiment faire un petit apport, celui des 20 dernières années. Les neurosciences, en effet, se développent surtout depuis 20 ans, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau lorsque je vis, que je sois homme, femme, jeune, vieux, qu'est-ce qui se passe en moi? Et donc, un éclairage parmi d'autres, ça va être intéressant. Aucunement la prétention d'être une synthèse sur ce qu'on doit penser sur la paternité, mais simplement des petits éléments pour apporter à notre réflexion commune. Donc, la physiologie de la masculinité, on va avoir besoin de cela pour savoir si le masculin apporte quelque chose à la paternité. Qu'est-ce qui se passe dans le corps, dans le cerveau d'un homme qui devient père? Donc, physiologie de la transformation. On a dit à un moment que l'homme devenait père, j'ai entendu. Bon. Est-ce qu'on connaît un peu ce qui se passe dans notre corps lorsqu'on devient père? Et puis, dans le fond, globalement, qu'est-ce que les scientifiques savent, disent à propos du père de famille dans l'espèce humaine? Parce que le père n'est pas qu'une relation à l'enfant, c'est une relation, c'est une
une place dans une famille aux côtés de la mère, aux côtés de l'enfant. Vous connaissez cette merveilleuse expression, le père devient père par la mère et par l'enfant, l'enfant devient enfant par son père et sa mère, et la femme devient mère par le père et l'enfant. Le rayonnement de la paternité de Jean-Paul II. Mais il y a un support biologique à tout cela. On va essayer de voir un tout petit peu. Donc, en bref, à quoi on va aboutir, comme une sorte de conclusion avant de développer, la physiologie de la masculinité, c'est que l'homme a des inclinations et des aptitudes spécifiques à la paternité. Nous, hommes, avons un bagage d'inclination, de désir, mais aussi des aptitudes qui participent au devenir père en tant qu'homme. Deuxième chose, c'est l'homme devient père bien au contact de son épouse avant même la naissance de l'enfant, mais beaucoup en prenant soin de l'enfant, je développe mes aptitudes masculines utiles à l'enfant. L'enfant me fait père lorsque je m'occupe de lui. Biologiquement, on sait comment, on sait mieux comment. L'enfant me fait père, mais aussi l'enfant me fait un peu plus époux. Et donc on connaît mieux cela depuis quelques années. Et la famille, la maternité, la paternité, je vais essayer de vous montrer que cela a un fondement génétique. En somme, le fait d'avoir des aptitudes de paternité n'est pas seulement dû à ma liberté qui serait comme cela tombée du ciel, c'est une liberté qui se déploie à partir de mes gènes. Donc la génétique, les gènes et la genèse du frère au début de son propos. En effet, garder unis la biologie et la plénitude de l'être, c'est important. N'oublions pas que nous avons un corps, au sens que Dieu nous donne un corps pour devenir ce que nous sommes. Pour me faire aider, j'ai pris quelques auteurs sympathiques, Arthur Arnold, John Archer, vous voyez comme la manière dont il étudie la biologie, et Simon Baron-Cohen, qui est un Anglais absolument extraordinaire aussi. Le premier, Arthur Arnold, a écrit en 2019 un article absolument de synthèse extraordinaire montrant comment l'homme masculin devient dans sa tête masculin comme dans son corps. C'est-à-dire, il a montré une sorte de synthèse où il montre comment, de la même manière que le petit bébé dans le ventre de sa maman, garçon, acquiert des testicules, il acquiert une certaine structure, et bien comment il acquiert un certain cerveau spécifique. On a le cerveau qui va pour notre corps. Donc, chacun des trois ont spécifiquement travaillé sur ce sujet de mon cerveau d'homme est masculin, me donne des inclinations et des aptitudes spécifiques qui me sont données, bien sûr, au service du groupe et de moi-même, de devenir. Je donne des petits exemples. Le cerveau de l'homme est guidé par les chromosomes XY qui agissent sur le cerveau d'une part par la testostérone, une hormone extraordinaire, et d'autre part directement par leur présence dans les neurones. C'est-à-dire, mon cerveau et celui des hommes de cette salle est masculin par la présence des chromosomes. Vous savez qu'on a les mêmes chromosomes dans tous les lieux de notre corps, mais aussi par les hormones. C'est-à-dire que les hormones viennent comme mettre en développement quelque chose qui est en moi par mes chromosomes, dans chacune de mes cellules. Et de même, bien sûr, de la femme. Je vais parler de l'homme comme on parle de la paternité, mais toute la merveille de la féminité est due au fait que dans chacune des cellules de la femme, il y a XX, les hormones spécifiques de la femme. Il n'y a pas que nos hormones qui font ce que nous sommes. C'est un des éléments de travaux spécifiques de
Arthur Arnold. John Archer, lui, a écrit cette fameuse liste des 123 différences qui existent, psychiques, psychologiques, qui ont des fondements biologiques. Les uns, donc, très inconstants, c'est-à-dire que nous avons une commune humanité, hommes et femmes. Et donc, il y a des traits qu'on rencontre plus chez l'homme, mais pas de manière systématique, et d'autres traits qui sont franchement très fréquents chez l'homme, et cela biologiquement donné. Et donc, il fait toute cette liste des 123 différences significatives. Certaines sont communes à tous les vertébrés. C'est-à-dire qu'il y a des aptitudes ou des inclinations que l'on trouve chez l'homme humain, que l'on trouve aussi chez les mâles. Par exemple, prendre un exemple rigolo, ce goût spécifique pour les poupées, qui n'est pas fréquent, qui n'est pas commun à toutes les petites filles, mais qui est fréquent. Eh bien, on trouve la même chose sur les formes rondes chez les petits chats. Quand on fait des études où on regarde, on met dans des cages, dans des salles, on met dans des salles où des petits chats, on fait jouer des petits chats, et on met des formes rondes et des formes carrées. Eh bien, en moyenne, les petites chattes s'intéressent plus aux formes rondes et les petits chats plus aux formes carrées. Parce que c'est tellement essentiel que la femelle ait un peu de goût pour ce qui est rond, c'est-à-dire le visage du bébé. C'est comme une aide qui lui est donnée d'avoir un goût particulier pour ce qui est rond. Tous les bébés ont une tête ronde, ce n'est pas un hasard, c'est pas parce que le moule est rond, mais c'est pour que le bébé incline sa maman à le dorloter, à en prendre soin, alors la génétique a prévu que tout à la fois le bébé une tête plutôt ronde et la maman un goût plus orienté pour les formes rondes. Voyez. Certaines donc de ces qualités particulières à l'homme, à la femme, on les voit probablement évoluer au cours du million d'années au cours desquelles notre espèce a cheminé sur le globe terrestre. Il y a bien en 1 million d'années une évolution, c'est-à-dire que nos tâches respectives dans le groupe humain nous façonnent un peu au cours de ce million d'années. Et donc le Créateur nous dit des choses sur nous lorsqu'on voit comment on progresse au cours du temps. C'était donc encore dans les réflexions, lui pas du tout théologiques, biologiques de John Archer. Et Simon Barrow-Cohen montre que dès la naissance, de même que les corps sont différents, les tempéraments du garçon et de la fille sont différents, et ces différences se développent dans le cerveau. Ce n'est pas la culture qui fait notre féminité, notre masculinité. La culture se développe à partir d'une nature. Évidemment, l'éducation va parfaire, va donner la possibilité de développer des dons naturels et des inclinations naturelles. Quelques différences entre le cerveau de l'homme et de la femme, en partant d'abord des aspects. Quand on regarde en imagerie cérébrale, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une asymétrie du corps calleux chez l'homme plus que chez la femme. C'est intéressant. C'est sous-entendu, quand on regarde le corps calleux, c'est-à-dire les liens entre les deux cerveaux. Le corps calleux, c'est le passage des fibres, l'autoroute entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Eh bien, chez l'homme, cette autoroute est plus asymétrique que chez la femme. Chez l'homme, il y a plus de connexions en intra-hémisphère. Nous, l'homme, nous avons plus de développement des fibres au sein d'un même cerveau. Les femmes, plutôt entre les cerveaux. Ce qui fait que les dimensions de la vie sont toujours présentes chez elles de manière très vive, car ces deux cerveaux sont en connexion permanente. Chez nous, les connexions sont plutôt en intracerveau, et nous sommes comme épargnés de penser à tout quand nous agissons. Ça va ? Troisième chose, c'est que nous avons en moyenne, les hommes, plus de substances blanches, c'est-à-dire plus de réseaux de connexion, en moyenne.
Bon, des petites choses toutes simples. Nous consommons plus de glucose dans le système limbique, c'est-à-dire dans la zone où se vivent nos émotions. Nos émotions utilisent notre système limbique. Eh bien, nous, les hommes, consommons plus de glucose. Allons savoir pourquoi. Mais c'est des petites différences. Et nous avons beaucoup moins de connexion, nous les hommes, entre les amygdales cérébrales et le cortex préfrontal. C'est-à-dire que l'amygdale cérébrale, c'est un lieu extraordinaire, c'est le lieu de rencontre de nos émotions. C'est aussi le lieu où on voit toutes les étapes à franchir pour atteindre un but. C'est l'amygdale cérébrale. Toutes les étapes à franchir pour atteindre un but, l'amygdale cérébrale. Eh bien, ça, c'est les émotions qui se jouent ici. Et le lobe préfrontal, c'est beaucoup plus le lieu où se passe le rationnel, l'analyse. Eh bien, nous, les hommes, avons beaucoup moins de connexion entre le lobe préfrontal et l'amygdale, de telle manière que nous sommes moins au courant, si j'ose dire, des émotions au moment de la décision. Nous sommes comme protégés de nos émotions au moment de la prise de décision, plus que ne l'est une femme, pour laquelle ces émotions dans la prise de décision sont toutes prêtes, la dimension émotionnelle, sont toutes proches. Donc elle la prend en compte, la dimension émotionnelle, mieux que nous. De même, l'amygdale cérébrale, c'est le lieu où on voit toutes les phases à remplir pour atteindre un but. Les femmes ont toujours à l'esprit tout ce qu'il y a à faire pour atteindre un but. Nous, on est comme protégés, si bien on peut très bien prendre une décision radicale. Chérie, on va aller habiter dans le sud. Et la femme dit, mais attends chérie, pour habiter dans le sud, il faut changer les enfants d'école, vendre la maison, etc., trouver un nouveau travail, parce que la femme en permanence a son amygdale cérébrale qui est là, qui lui dit, attention, pour atteindre un but, il faut tout ça. Donc vous voyez, nous avons en somme des caractéristiques qui nous sont données pour chacun remplir une mission. Et cela, ça existe dès la naissance, mais ça se développe énormément pendant les 12 années d'adolescence, de 12 à 24 ans. De plus, l'homme a en lui la testostérone, il sécrète en lui de la testostérone, et il a les récepteurs nécessaires pour que cette testostérone agisse dans son cerveau. Donc ça aussi, c'est une spécificité de l'homme. Si bien que, qu'est-ce qui va se passer sur le plan de nos tempéraments, de nos inclinations et de nos aptitudes? Bien, notre empathie n'est pas la même. Notre manière d'avoir souci de l'autre n'est pas, disons, nous rentrons dans le souci de l'autre par une autre porte. La porte que franchit la femme est en moyenne ce qu'on appelle l'empathie émotionnelle. Elle est touchée par la souffrance de l'autre, en premier lieu. Nous, les hommes, rentrons par une autre porte, qui est l'empathie cognitive. C'est-à-dire, nous avons comme premier réflexe de quoi a-t-il besoin? La femme a comme premier temps, il est dans le besoin. L'homme a plutôt comme premier temps, de quoi a-t-il besoin? Si bien que ça fait des quiproquos où on peut se disputer. Notre femme nous dit, chérie, il y a tel problème. Nous, immédiatement, on se dit, mais moi, j'ai pas de solution. Donc, mais écoute, l'homme est désemparé, il n'a pas de solution. Donc, on s'affronte. Elle demandait simplement qu'on considère que la situation était difficile. Et nous, nous affolons, nous les hommes plutôt, parce que nous n'avons pas de solution à proposer. C'est dû à nos richesses complémentaires. L'empathie féminine est plutôt, masculine, pardon, est plutôt au-delà du cercle restreint. La caricature, c'est, on regarde la télévision, on apprend qu'il y a un tsunami. Au bout d'un moment, monsieur dit, il faut leur envoyer de l'argent. La femme dit, mais si on a de l'argent, donnons des cours de maths aux petits qui ont des difficultés à l'école. Parce que sa première porte d'entrée, c'est l'empathie pour le proche. La première porte de l'entrée de l'homme est l'empathie pour le lointain. L'intérêt prédominant
de l'homme est pour la globalité, de la femme pour le détail. Racontez une histoire aux petits-enfants, vous verrez. Les garçons en moyenne se souviennent de la globalité, les petites filles plutôt du détail. On le constate bien, dans la vie, il faut les deux. Nous aimons les règles générales. L'homme s'intéresse volontiers aux règles générales, plus qu'aux détails, au fonctionnement. Le but à atteindre, plutôt que les phases qu'il y aura à parcourir. Donc une relation sociale plutôt plus globale, plus large, avec une moindre immédiateté de soucis pour le proche. La testostérone, hormone extraordinaire, elle nous donne confiance en nous. Et les hommes ont besoin d'avoir confiance en eux pour réaliser leur part du travail. Mais aussi de donner confiance à notre épouse, qui en a besoin, car les estrogènes diminuent la confiance en soi. La femme est comme protégée contre une confiance en soi trop grande. Nous, on n'est pas très protégés, ce qui fait qu'on peut être grotesque, ayant confiance en nous, alors qu'il y aurait vraiment besoin de modérer un petit peu. Donc, comme toute chose dans la vie, ça nécessite discernement. Revendication des droits. La testostérone nous rend intolérants aux ruptures de la subsidiarité. L'homme, quelque part, est enclin à dire « touche pas à ça, c'est chez moi ». Cette affaire-là, c'est chez nous. Sous-entendu, on est biologiquement enclin à fermer la porte aux influences extérieures. La famille, c'est chez nous. Ça nous donne une sorte d'inclination à protéger notre famille, parmi d'autres. Donc, vous voyez que je parle du père, là, n'est-ce pas? Mais pourtant, du masculin. La testostérone est enfin un amplificateur. Donc, quand on a des projets, ils sont vraiment grands. On est enclin à avoir des projets très grands. Hein? Mais on fait aussi la prière, protège-moi Seigneur d'avoir des trop grands projets. Ça peut être grotesque. Hein? Mais on est aidé, enclin à avoir de grands projets. Et dans le positif, mais comme dans le négatif, c'est-à-dire quand on a des très mauvais projets, on les fait aussi très grands. Hein, c'est qu'on on est amplifié dans le bon et dans le moins bien. Vous voyez que, en somme, biologiquement, nous avons beaucoup de choses qui distinguent l'homme et la femme, de telle manière que Simon Baruch-Cohen, qui vient de recevoir, il a été ennobli, je crois que c'est une des dernières personnes ennoblie par la reine à la suite d'une étude sur plus de 600 000 personnes en Angleterre, et où il conclut, lui, en disant « le cerveau féminin est principalement câblé pour l'empathie », toute la richesse de l'empathie, du soin pour le proche, du soin qui veille, qui a souci de la peine du proche. Et le cerveau masculin est principalement câblé pour la compréhension et la construction des systèmes. On voit toute la complémentarité qui est là. Donc ça, c'était finalement le matériau qui m'est donné en tant qu'homme et le matériau qui est donné en tant que femme qui mériterait d'être présenté aussi, mais aujourd'hui nous parlons de l'homme et du père. Donc l'homme a des capacités particulières, disons spécifiques, pour être père. Mais qu'est-ce qui se passe en lui quand il devient père, biologiquement? Bien souvent, on se dit, moi je me dis, ce sont mes enfants qui m'ont fait père. Hein, et on l'a entendu tout à l'heure. Ce sont nos enfants qui font de nous des pères. Et donc, avec un peu d'humour, j'ai pris 3 femmes scientifiques pour en parler. Donc, ces 3 personnes ayant fait des travaux différents sur le sujet. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je deviens père? Donc, au centre, nous avons Ruth Feldman, qui est une personne extrêmement appréciée par la grandeur et la beauté de ses travaux. Ruth Feldman est israélienne, mais elle enseigne aussi bien en Israël qu'aux États-Unis, et elle a fait de très grandes découvertes qui sont, ce qui fait qu'elle est la plus connue des 3 que j'utilise. Quand je deviens père, mes neuromédiateurs, c'est-à-dire
mes messagers dans mon cerveau changent. Je vais en citer donc 5. L'ocytocine. L'ocytocine, c'est le neuromédiateur de l'attachement. C'est ce qui se passe en moi pour m'aider à m'attacher. Parce que, comme le disait le père Granados, nous avons toujours le risque de ne pas vouloir être père. Moi, le petit est là, je m'en lave les mains. Et donc, nous avons en nous des neuromédiateurs qui nous aident à nous attacher à notre enfant et à la mère de notre enfant. C'est l'ocytocine. Nous avons un deuxième neuromédiateur qui est la prolactine, qui nous invite, qui nous incline à prendre soin. Parce que m'attacher, c'est bien, mais maintenant, prendre soin, c'est une deuxième dimension. Nous avons la dopamine, qui est le neuromédiateur de la gratification, la récompense lorsque je pose un acte. La sérotonine, qui me met dans un état de bien-être quand je pose un acte bon. Et puis la testostérone, dont nous avons déjà parlé, avec sa myriade d'effets. Eh bien, chez le père, la testostérone commence à baisser avant la naissance. C'est-à-dire que pendant la grossesse de mon épouse, si je vis à son côté, je vois son ventre s'arrondir, je la vois porter notre enfant, ma testostérone baisse. Car la testostérone, vous savez, parmi ses actions, c'est ce qui nous pousse le matin à partir de chez nous. Le matin, nous avons 40% de testostérone en plus, comme si on était enclin à sortir de chez nous pour aller à tout ce qu'il faut faire pour une famille vive. Eh bien, la testostérone, ce pic de progestérone du matin, baisse à l'approche de la naissance. Et la testostérone restera plus basse pendant au moins 6 mois quand le petit sera là, comme pour m'aider à rester aux côtés de la maman et de l'enfant. L'ocytocine, hormone de l'attachement, la prolactine, hormone qui m'aide à prendre soin, vont augmenter dès avant l'accouchement. Avant l'accouchement, si je prends soin de mon épouse, si je suis à ses côtés, mon ocytocine m'attache à elle, m'incline à m'attacher à elle, m'aide à m'incliner à m'attacher à elle, et ma prolactine augmente aussi, ce qui fait que j'ai envie de prendre soin d'elle. Ça m'aide à envie de prendre soin d'elle. Tout ça n'est qu'une inclination, au sens de saint Thomas. C'est pas, nous ne sommes pas des horloges mécaniques. Mais c'est très intéressant de voir donc au contact de la mère, la beauté de la femme enceinte participe en moi, à ses côtés, me prépare à accueillir l'enfant qui va naître. Et lorsque l'enfant est là, eh bien, c'est très intéressant de remarquer que ce n'est pas la même chose qui fait monter mon ocytocine si je suis homme ou si je suis femme. La mère a son ocytocine qui monte lorsqu'elle lui montre de la tendresse. Quand la maman prend le bébé dans ses bras, son ocytocine monte, ça l'attache au bébé. De même que beaucoup de choses, l'odeur du bébé, etc., mais je ne peux pas détailler. Chez le père, c'est lorsqu'il joue avec l'enfant. Donc il ne faut pas s'étonner, ce fameux geste de jeter son enfant en l'air et de le récupérer, les petits sont fous de joie, mais c'est biologiquement et c'est dans les chromosomes. Dans les chromosomes, il est écrit que lorsque nous jouons avec notre enfant, cela nous attache à lui. Alors que dans les chromosomes de la maman, c'est quand elle dorlote que ça l'attache à lui. Donc, vous voyez, il est écrit en nous que nous avons des missions complémentaires. Et la paternité rapproche aussi les époux. C'est-à-dire que l'ocytocine et la prolactine du papa et de la maman évoluent de manière synchrone.
C'est-à-dire que lorsqu'on est ensemble avec l'enfant, les moments où l'ocytocine du papa monte, l'ocytocine de la maman monte, et de même pour la prolactine. C'est ce qu'on appelle la synchronie biocomportementale. Nos comportements, lorsqu'ils sont cohérents, synchrones, cela s'exprime aussi dans notre cerveau, dans nos neuromédiateurs, pour créer la symphonie. La symphonie, le créateur nous a mis un support dans nos neuromédiateurs, de manière à aider la symphonie, la synchronie familiale. Concernant la paternité et la maternité, un des points qui sont vraiment reconnus grâce à Ruth Feldman, c'est que donc la paternité c'est une empathie d'abord cognitive, d'abord dans la compréhension. Sous-entendu, c'est notre lobe préfrontal qui est en action premier quand on pense aux besoins du petit. Alors que la maman, c'est son amygdale cérébrale, c'est-à-dire c'est l'émotionnel qui la porte en premier. Mais tous deux, nous sommes rationnels et émotionnels. Et donc ça, c'est la découverte de Ruth. Et paternité et maternité ont des fondements innés, chromosomiques, mais chez le père, c'est à apprendre par la pratique. Tandis que la mère, ça lui est révélé par la grossesse. C'est-à-dire le port de l'enfant modifie le cerveau. Nous, c'est le port du bébé et le soin qu'on donne à la femme, qui est la maman, qui vont faire de nous des pères. Entendu, c'est inné, mais ça nécessite, c'est un potentiel. C'est un potentiel. Ce potentiel, donc, est naturellement développé par la grossesse et l'allaitement chez la femme, a besoin de pratique. Entendu, c'est en prenant soin de mon petit, si je suis papa, que mes dons de père vont se développer. La troisième partie, c'est donc le père de famille dans l'espèce humaine. Et je vais prendre Charles Darwin, mais je vais demander à Aude combien de temps il me reste, parce que... Un quart d'heure. Ça va? Bien. Charles Darwin, vous savez, j'ai un petit faible pour Charles Darwin. Vous savez, Charles Darwin était destiné à être pasteur. C'était loin d'être une personne qui manquait de respect envers Dieu. Très loin. Et il a navigué pendant plus de 4 ans en décrivant la nature, grandissant d'émerveillement devant la nature, s'émerveillant devant la beauté du masculin et du féminin, et devant la beauté aussi bien au fond des mers, la couleur des poissons, ou dans les airs, la beauté des plumes. Et il n'a pas écrit en arrivant, il a écrit des articles, mais il n'a pas écrit son livre, ça y est, j'ai tout compris, en arrivant, pas du tout. Il était inquiet, il était très inquiet de ce qu'il était en train d'observer, au point qu'il a tout d'abord dit à sa fiancée, réfléchis bien, si tu m'épouses, tu seras haï. Car je vois que je suis obligé d'écrire des choses qui vont émouvoir, qui vont provoquer, parce qu'il y avait une lecture très littérale de la Bible parfois, et donc il fallait qu'on évolue d'une lecture littérale qui s'opposait à ce qu'ils observaient dans la nature. Et autre point d'attache pour vous dire combien Charles Darwin est un homme attachant, sur son lit de mort, il a appelé sa femme à un moment et il lui a dit « Souviens-toi comme tu as été une bonne épouse ». C'est quand même un homme attachant, n'est-ce pas? Voilà. À Charles Darwin, nous allons poser 3 questions. La structure de la famille, fondée dans l'union d'un homme et d'une femme, est-elle inscrite dans les chromosomes? Ou c'est culturel? La deuxième, la paternité est-elle inscrite dans les chromosomes du père, dans XY? Est-ce que la paternité s'est inscrite dans le XY? Et la troisième chose, quelle est la place de la liberté? Parce que si c'est écrit, suis-je libre? Sous-entendu, est-ce que j'ai à accueillir ma nature et la
et travailler pour devenir ce que je suis? Ou est-ce que je suis simplement l'objet mécanique de mes chromosomes? C'est beaucoup de questions en 10 minutes, mais on va faire un petit quelque chose ensemble. Bon. La plupart des espèces sont sexuées d'abord. Donc la sexuation, le masculin et le féminin, s'est avéré extrêmement vite, il y a des millions et des millions d'années, comme la solution gagnante. C'est-à-dire que le non-sexué a disparu très vite. Il n'y a que quelques espèces qui sont restées non sexuées. C'est très très rare. Le masculin et le féminin a dominé et a permis l'évolution, comme l'a montré Charles Darwin très tard dans sa vie. La sexuation, le masculin et le féminin, sont une répartition des tâches. Cela se voit à tous les niveaux de la création. Une répartition des tâches, et on peut le voir déjà entre le spermatozoïde et l'ovule. Le spermatozoïde, semence masculine, a un flagelle et de quoi le mobiliser pour apporter la moitié du patrimoine génétique. Et donc sa mission, lui, c'est de chercher l'ovule et d'aller à sa rencontre. L'ovule, semence féminine, apporte la même quantité de patrimoine génétique, sa part, mais l'ovule, c'est très gros et ça n'a pas de flagelle. L'ovule apporte la nourriture pour la première semaine de développement de l'embryon. Vous voyez, biologiquement, la répartition des tâches a été extrêmement efficace dans l'évolution des espèces. Et donc cette évolution des espèces est une fresque écrite par notre Créateur. La deuxième dimension auquel Dieu a donné comme mission, si j'ose dire, je propose de faire mission donnée au masculin-féminin, c'est de faire jaillir la beauté. C'est-à-dire la beauté jaillit de la rencontre du masculin et du féminin. La beauté de la création jaillit de l'attrait du masculin et du féminin. La beauté des fleurs a comme mission d'attirer l'insecte et de réjouir la terre. La beauté des fleurs, qui est toujours magnificence. Elles sont beaucoup plus belles qu'il n'ait besoin pour simplement la rencontre. La beauté des plumes d'oiseaux, féerique, vous savez, Charles Darwin disait, il y a une chose qui me fait mal à la tête, c'est la beauté des plumes de paon. Mais comment c'est possible? Parce qu'il était dans la campagne en Angleterre, mais comment c'est possible que ce soit aussi beau? Et il travaillait. Parce qu'il disait, ça ne peut pas être une question de survie. Regardez un paon, ses plumes, ça le gêne pour survivre. C'est dangereux pour lui. Et cela se voit dans beaucoup de beautés qui sont dangereuses. Oui, mais cela permet la sélection mutuelle du masculin et du féminin. Et donc, la beauté jaillit donc de l'attirance. C'est une mission donnée par le Créateur au masculin-féminin que de faire jaillir la beauté de la nature. La sélection qui va accélérer l'évolution, qui va lui donner vous savez, c'est qui a montré la direction à suivre. Ce n'est pas le hasard et la nécessité qui expliquent là où nous en sommes. Le Créateur a montré la direction pour que nous soyons là où on en est. Et la sélection, donc, est issue du masculin et du féminin. Et puis enfin, ce qui est créé par le masculin et le féminin, c'est la famille. C'est-à-dire le masculin-féminin et les générations créent la famille. La paternité n'est présente que dans 5% des espèces de mammifères, donc ce n'est pas du tout général. Sous-entendu, ce n'est pas dans toutes les espèces que le père s'occupe du petit. Chez les oiseaux, c'est très fréquent. Chez les mammifères, c'est relativement rare. Ce n'est pas vrai non plus chez le chimpanzé, qui nous est proche biologiquement. Non. C'est quelque chose qui est donné spécifiquement à quelques espèces.
ce sont toujours des espèces qui vivent en couple, qui ont en plus la paternité, pas des espèces pour lesquelles la conception d'un petit n'a rien à voir avec la conjugalité. La structure familiale des espèces est écrite dans le génome. Je vous ai mis ici, par exemple, des inséparables. Et ils sont inséparables. Comme disent parfois des femmes auxquelles j'ai pu faire cette conférence, ils me disent « mais moi j'en voudrais un comme ça de mari ». Dites-moi le mode d'emploi, c'est un comme ça que je veux. Eh bien, les inséparables sont inséparables biologiquement, c'est dû à leurs chromosomes. La manière de s'occuper des petits, des cygnes, par exemple, c'est écrit dans leur génome, c'est-à-dire qu'ils ont la même manière. Merci. Ils ont. Oula, ça va trop vite cette fois-ci. C'est pas grave. Hop. Ils ont la même manière. Donc les cygnes, ont la même manière de s'occuper dans tous les pays du monde. Les lions ont la même manière de vivre ensemble dans tous les pays du monde, c'est génétique. Les loups, qui sont fidèles à vie, c'est vrai dans tous les pays du monde, c'est génétique. Et enfin, les éléphants, leur manière de vivre leur horde, c'est génétiquement écrit. La structure familiale de chaque espèce est écrite dans les chromosomes. Donc je dois aller un peu plus vite, c'était un peu long. Oui, la structure de la famille est écrite dans les chromosomes. La liberté, oui, c'est de développer ce potentiel. La fidélité chez l'être humain n'est pas obligatoire. Il y a des espèces où la fidélité est obligatoire. Ce qui est chez nous humains, c'est une inclination et un désir de fidélité. Mais ce n'est pas du tout. Il faut développer notre liberté. Il faut dire « je veux » pour faire famille fidèle. Donc, dans l'espèce humaine, la paternité n'est pas obligatoire. Les fondements de la masculinité et de la féminité, de la paternité et de la maternité, c'est la complémentarité. Je vous montre ici, à propos du lion et de la lionne. Regardez cette lionne. C'est elle qui chasse, c'est elle qui est capable de chasser, dans son corps et dans son cerveau. Elle a envie d'attraper le zèbre et de le tuer pour nourrir ses petits, elle-même et le mâle qui, bien sûr, voudra les bons morceaux. Le mâle n'est pas du tout structuré, ni physiquement, ni psychiquement, pour chasser. Il n'est pas capable de courir après la gazelle. Il n'est pas capable, et il n'en a pas le goût. Lui, par contre, si un autre mâle vient rompre la subsidiarité, venir s'insérer dans le groupe familial, alors là, regardez, c'est lui qui est capable et désireux de défendre son territoire. Ah, pardon. Ah, pardon. Ah oui. C'est moi qui... Ah. C'est peut-être pour me dire que j'étais un peu long. Voilà. Et puis enfin, donc, chez nous, donc, la complémentarité dans l'espèce humaine, nous avons des corps complémentaires et des psychismes complémentaires pour la subsistance de notre famille. Le masculin et le féminin, mais aussi les générations, permettent la complémentarité nécessaire à la vie, et en particulier de la famille humaine. Donc en conclusion, ces apports des neurosciences viennent compléter les réflexions des psychologues et des philosophes et des théologiens. La paternité est un développement de la masculinité. C'est une réalité concrète, biologique, inscrite dans les chromosomes, ce n'est pas que symbolique. C'est à développer par nos actes. Notre liberté, c'est une mission à accomplir de devenir père. C'est une tâche à accomplir. Et c'est l'expression de la complémentarité, c'est une des expressions de la complémentarité entre hommes et femmes. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci.